Bonjour Anna Rizzello. Bonjour. Bonjour, vous êtes traductrice et éditrice. Vous avez mené et traduit l'entretien avec le juge italien antimafia Roberto Scarpinato, Le dernier des juges. C'est un livre qui a été publié aux éditions de la Contrallee en 2011, qui signe par ailleurs sur ces questions, en fait, une collection absolument croustillante et passionnante. Qu'est-ce qui vous fascine autant chez les juges antimafia pour vous être plongé dans la traduction de ces ouvrages? La traduction de ces ouvrages, ça a débuté par une rencontre, en fait. C'était vraiment ma rencontre avec le procureur Roberto Scarpinato. C'était en 2008, à l'occasion d'une conférence à Lille, où il avait été appelé à présenter son livre qui, à l'époque, n'était pas traduit, Le Retour du Prince. Moi, j'étais son interprète à cette occasion-là. C'est par là que tout a commencé, en quelque sorte. Et je ne parlerai pas de fascination, je parlerai plutôt de quelque chose qui ressemble plus à une espèce de dette, de reconnaissance en fait, qu'on doit à ces gens, à ces personnes qui n'avaient rien finalement d'héros et qui ont malgré tout eu une vie héroïque. Une vie héroïque, pourquoi? Parce que parfois ils donnent une vie, ils donnent leur vie à la cause? Parce qu'ils ont eu le courage de faire des choix, d'assumer ces choix, leurs choix jusqu'au bout, en étant à chaque moment tout à fait conscients du danger en fait, qu'ils couraient et du poids que ces choix comportaient, en fait, de l'impact que ces choix comportaient aussi bien dans leur vie professionnelle, parce que ce sont des gens qui ont été beaucoup entravés aussi au sein même de la magistrature. Donc il y avait plusieurs ennemis aussi à combattre. Il y avait d'un côté la mafia, d'un côté l'État, qui ne les aidait pas forcément. L'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur. Vous dites dans une des préfaces, soutenir les magistrats qui œuvrent pour une justice égale pour tous est un acte de résistance. C'est quoi? C'est de cette manière que vous vouliez témoigner aussi? Disons que je pense que chacun peut faire quelque chose de l'endroit où il se trouve, de la place qu'il occupe. Et ma place, voilà, c'est au sein d'une maison d'édition. Je pense qu'on peut faire des choses qui impactent ou qui peuvent changer un petit peu la perception des gens, déjà les sociétés, sans vouloir être prétentieux, de l'endroit où on se trouve. En tant qu'éditrice, traductrice dans une maison d'édition, on s'est dit que ces questions-là nous touchent et nous traversent finalement. C'était important en fait de permettre à ce témoignage de dépasser les frontières de l'Italie. Tout à fait, d'exister parce que c'est un témoignage qui dépasse aussi les frontières de l'Italie par la portée de sa pensée, par la réflexion qu'il offre, les clés de compréhension qu'il fournit en fait. Vous dites de Roberto Scarpinato qu'il est malgré lui un homme seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons qu'il y a un paradoxe qui est assez frappant chez lui, qui m'a tout de suite beaucoup touchée quand je l'ai rencontré. Il est entouré en permanence. C'est quelqu'un qui... Il faut quand même sous protection policière. Voilà, il faut quand même s'imaginer ça. C'est quelqu'un qui vit sous protection policière 24 heures sur 24. Il est en permanence entouré par 8 gardes du corps, 5 chez lui en permanence. Et malgré le fait d'être tout le temps entouré, il dégage une impression un sentiment de solitude extrêmement fort. Et c'est ça qui m'avait vraiment, vraiment touchée, oui. Et je pense que ça touche. Je me souviens qu'on avait organisé une rencontre, une conférence avec une juge française qui lutte aussi contre la corruption, Isabelle Prévost-Després. Et elle aussi, elle avait été frappée par cette impression de solitude qu'il dégage. Vous dites que vous avez découvert la réalité de l'Italie au travers de ses livres, du livre Le Retour du Prince qu'il a signé chez vous. Lire ce livre, c'est briser la vitre opaque des mystifications sur le vrai visage du pouvoir. Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a à ce point marqué? Disons que tout Italien connaît précisément les faits dont l'histoire de l'Italie a été... Tout le monde se souvient de l'assassinat du juge Falcone. Exactement, de Falcone et Borsellino, l'histoire violente finalement de l'Italie, tout le monde la connaît. Ce que lui, il arrive à faire avec ce livre, c'est mettre en lien finalement tous ces faits qui peuvent sembler ne pas avoir un rapport, un lien les uns avec les autres. Et il dresse un tableau finalement de ce qui est le pouvoir en Italie, mais partout ailleurs finalement. Qu'est-ce que c'est cette anomalie italienne qui lui, il théorise finalement, mais il théorise de façon pratique, vraiment en s'appuyant sur des faits qui se sont déroulés en Italie et sur les comportements finalement violents et prédateurs de la classe dirigeante italienne. Et la classe dirigeante, le symbole en est donc Giulio Andreotti, ancien président du Conseil, mort à 94 ans en 2013, qui a eu des liens avec la mafia qui étaient extrêmement forts. C'est ça le symbole en fait de la capacité
capacité en fait de cette pieuvre à entrer dans le système politique? Ça n'est un absolument très emblématique. Scarpinato, il a été le procureur justement lors du procès Andreotti, c'est lui qui a jugé Andreotti. Et effectivement, voilà, Giulio Andreotti, 7 fois président du Conseil, 22 fois ministre. Sénateur à vie avant sa mort. Sénateur à vie, il incarne parfaitement aux yeux de tout Italien la puissance de l'État, il représente clairement l'État. Et Giulio Andreotti, il a été jugé coupable du délit d'association complicité en association mafieuse à l'issue du procès mené par Scarpinato. Malgré cela, et ça c'est quelque chose que Scarpinato évoque dans le Retour du Prince normalement, en faisant appel aussi à la littérature, finalement à Leonardo Sciascia, qui est ce très grand écrivain sicilien, et rappelle que finalement le fait d'avoir une vérité judiciaire qui est établie n'entraîne pas forcément en fait une prise de conscience au niveau collectif ni une prise de décision au niveau politique. Parce que finalement, la façon dont cette décision judiciaire a été traitée par les médias tendait en quelque sorte à dire que Giulio Andreotti finalement n'est pas coupable de ces délits-là, alors qu'il a été reconnu coupable de complicité d'association mafieuse jusqu'en 1980. Mais la vulgata, on va dire médiatique, a retenu voilà, jusqu'en 80, pas au-delà, donc pas coupable.